Bonsoir, donc bienvenue sur la dernière vidéo donc de la partie 5 pour l'aérodynamique et la mécanique du vol. Donc on abordera les points de révision, j'espère, donc dans cette semaine. Je vous poserai un rendez-vous par mail sur Zoom pour ceux qui désirent poser des questions, faire un peu de révision. Donc ce sera une partie interactive, ce ne sera pas une vidéo. Et donc j'espère vous voir quelques-uns sur cette partie-là, et n'hésitez donc surtout pas à me contacter par mail, à poser des questions si vous avez des difficultés à comprendre, ou alors de cliquer sur les liens qui seront mis soit dans le mail, soit dans la description. Je pense que je mettrai plutôt les liens sur les vidéos complémentaires de YouTube dans le mail qui vous donnera le lien vers cette vidéo. Donc pour commencer, eh ben, on va commencer par une petite vidéo qui va expliquer le lacet inverse. Le lacet inverse est provoqué par l'augmentation de la traînée de l'aile opposée à l'action sur le manche. Cet effet de freinage, dû à l'abaissement de l'aileron, fait en fait dévier le nez du planeur à l'inverse de l'inclinaison. Vous mettez du manche à droite, le planeur s'incline sur la droite, mais le nez défile vers la gauche. Vous mettez du manche à gauche, le planeur s'incline sur la gauche, mais le nez défile vers la droite. Cette réaction inverse nécessite donc une action particulière pour être contrôlée. Toute variation d'inclinaison de votre planeur se fera bien sûr par une action sur le manche, mais conjuguée avec une action sur le palonnier. Inclinaison à gauche, manche à gauche et action conjuguée sur le palonnier à gauche. Inclinaison à droite, manche à droite et action conjuguée sur le palonnier à droite. Voilà donc pour la vidéo. Alors ce qui peut arriver sur des ULM ou sur des petits aéronefs, ce phénomène de lacet inverse, on va pas avoir, il va pas être aussi prononcé que sur le planeur et ce que vous avez vu en image. Par contre, votre appareil va s'incliner, mais va avoir tendance à refuser de tourner dans la direction et de conserver son inclinaison, ou ne pas tourner suffisamment fort. Et vous allez voir votre bille se déplacer à droite ou à gauche suivant votre inclinaison, et vous allez pas tourner. Donc c'est la même réaction. Donc si vous inclinez à droite pour faire un virage à droite, action sur le palonnier à droite pour forcer, on va dire quelque part, votre aéronef, ou l'aider à prendre son virage correctement. Donc c'est un cas particulier sur les ULM. Sur des avions de tourisme, on retrouve un peu moins ce type de phénomène. Sur certains ULM, il est plus ou moins prononcé, donc en fonction de la géométrie du fuselage et de l'aile. Parlons maintenant de l'application au vol. Donc on va voir plusieurs chapitres, notamment le décollage, l'atterrissage, pourquoi le faire face au vent. On va voir aussi quelque chose qui va être appliqué au centrage. Alors premièrement, on atterrit et on décolle toujours face au vent autant que possible. Alors, il est vrai que l'orientation de la piste nord, par exemple sur TIS 06 nord 24 sud, le vent peut venir de travers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord choisir l'axe de décollage face au vent le plus dominant. Si votre vent vient légèrement de travers mais qu'il a une dominante nord, on va utiliser la piste 06 nord. Si au contraire il vient du sud sud-sud-est, mais dominante sud, on va utiliser la piste en 24 sud. Alors quelques points de vocabulaire, on va parler de plusieurs vitesses. Quand on parle de la vitesse sol, c'est la trace que l'avion va laisser au sol, même s'il est en l'air, mais c'est sa vitesse par rapport à son déplacement au sol. Donc c'est notamment ce qui est mesuré comme vitesse par les GPS. On va parler aussi de vitesse air, ou la vitesse du vent, c'est-à-dire l'écoulement de l'air sur le fuselage et les ailes de votre aéronef. Donc c'est la vitesse qui est mesurée par votre sonde pitot et qui vous indique la vitesse avec votre anémomètre. Et enfin la troisième vitesse, qui est appelée la vitesse de rotation,
c'est en fait la vitesse atteinte pour le décollage. Donc quand un avion est à rotation, ça veut dire qu'il a atteint son point de décollage, que les roues ne touchent plus le sol. Petit graphisme qui va expliquer pourquoi c'est important de décoller face au vent. Donc c'est une figure que vous avez dans votre livre, votre manuel d'UNO, formation à l'aéronautique, la figure 2,54 que vous retrouvez, alors je ne sais plus, mais c'est page 84, voilà. Donc page 84, vous retrouvez ce diagramme avec quelque chose qui est facile à comprendre. Dans la première ligne, vous avez l'avion qui décolle sans vent. Vous avez en flèche noire le vent relatif. Vous allez avoir un certain angle de montée. Maintenant, vous allez décoller avec le vent dans le dos et vous allez voir ici, si je trouve la souris, elle est par ici, vous avez donc le vent qui est dans le dos qui va se soustraire à la vitesse du vent relatif. Qu'est-ce qui va se passer? Votre avion va mettre plus de temps à décoller et va avoir un angle de montée qui sera moins important, ce qui peut être problématique s'il y a des obstacles en face. Au contraire, sur la dernière ligne, si vous voyez votre avion décoller et qu'il y a un vent de face, il va s'ajouter au vent relatif, vous allez avoir un point de décollage qui sera beaucoup plus court, donc à une distance de décollage beaucoup plus courte, un angle de montée plus important, puisque vous êtes face au vent, et vous allez atteindre donc une vitesse de rotation qui sera plus courte, en temps, on va dire, et vous allez l'atteindre donc plus rapidement. Petites explications sur les pistes. Donc là, on retrouve sans vent effectif, donc de face, une distance de décollage qui augmente. Si vous avez un vent de face, plus le vent sera fort, plus votre distance de décollage par rapport à la piste sera courte. Donc sans vent, vous avez une certaine distance de décollage qui est donnée souvent par le constructeur. Si vous avez un vent de face, vous allez décoller plus vite. De même, le vent arrière va augmenter la distance de décollage, comme on le voit, entre la comparaison sur le graphique qui est à gauche, sur la deuxième ligne, et à droite, vous allez voir que vous allez parcourir plus de pistes. Donc on décolle vraiment jamais le vent dans le dos, puisque c'est très problématique. Autre incidence, c'est la température. Quand votre air est plus chaud, il sera moins dense. Et dans un air moins dense, on va avoir une distance de décollage qui va être plus longue, comme sur la figure qui est ici, sur votre piste, vous allez mettre plus de temps à décoller, puisque votre air est chaud et moins dense, vous allez donc pouvoir moins vous appuyer dessus, que par une température fraîche, par exemple ici 10 degrés, où la distance de décollage sera plus courte. De même, pour la pression atmosphérique, si vous êtes en dépression, comme sur la droite, ici sur la dernière ligne, à 995 hectopascales, vous allez, c'est un petit peu comme la température, avoir un air moins dense, une pression moins dense, donc vous allez mettre plus de temps à décoller, que par des hautes pressions où vous allez avoir un temps de décollage qui sera, une distance de décollage qui sera réduite. Petite parenthèse également sur le type de piste. Si vous avez une piste qui est inclinée, ce qui arrive sur certains aéroports ou aérodromes, en montagne particulièrement, votre piste elle ne va pas être franchement à l'horizontale, mais vous allez avoir une inclinaison. Si la pente monte légèrement, vous allez augmenter votre distance de décollage, ce qui est évident. Donc ce qui est préférable, c'est de décoller avec une pente donc dans l'autre sens. Alors certains aérodromes n'ont pas le choix, les altiports de montagne, comme dans les Alpes, que ce soit Courchevel ou Megève par exemple, mais Courchevel c'est très parlant, la piste est fortement en pente, donc c'est un altiport où on n'a pas trop le choix, il faut atterrir face à la pente et décoller avec la pente dans le dos. Autre facteur qui va augmenter la distance de décollage, c'est la nature de votre piste. Sur une piste en dur, votre avion va pouvoir prendre plus rapidement de la vitesse, avec moins de frottement, que sur une piste en herbe. Sur une piste en herbe, il va lui falloir à votre aéronef un peu plus de distance, puisque l'herbe va ralentir le roulage au sol, et donc vous allez mettre plus de temps à décoller par rapport à une piste en dur.
Lorsque la masse de votre appareil augmente, par exemple si vous mettez des bagages, eh bien forcément votre distance de décollage va augmenter. Et là encore, il va le faire. Il faut faire très attention de ne pas dépasser les masses maximales ou d'être même carrément aux limites, s'éloigner des limites pour avoir un décollage plus facile. Il n'y a pas très très longtemps de cela, on a vu décoller de Tees un avion 4 places, on pense qu'il y a des bagages, ils étaient quand même bien chargés, ils étaient quand même au ras du relief et des arbres qui étaient en face de la piste, donc ils décollaient en 24 direction sud, donc en direction de Besançon, et le relief est très très proche, donc on s'aperçoit que si vraiment l'avion est bien chargé, il va mettre toute la piste pour décoller et s'approcher très fort du relief et des bâtiments, donc ce qui est très peu recommandé. Autre facteur, les volets. On a vu que les volets vont aider au décollage. Avec un cran ou deux crans de volet, l'avion va décoller plus vite, avoir une pente ascensionnelle plus grande que sans volet, parcourir plus de trajets sur la piste et décoller moins vite. De même, au niveau de la mer et en altitude, les distances de décollage ne seront pas les mêmes, tout simplement parce que les pressions et les densités de l'air, et les températures également, ne seront pas les mêmes au niveau de la mer et en altitude. Donc on rejoint un petit peu les mêmes facteurs qu'on a vus dans la précédente diapo sur les dernières lignes. Parlons des turbulences de sillage. Alors les turbulences de sillage, c'est un phénomène qui est très important, qu'on a abordé dans les cours précédents, donc je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez ici deux liens qui vous parlent des turbulences de sillage. Donc on va laisser une distance entre deux aéronefs qui décollent, hein, justement pour ne pas se retrouver perturbé par ces turbulences de sillage. Vous avez donc deux vidéos. La première est une courte vidéo qui explique ce phénomène sur l'aéroport de Genève par un journaliste, donc une vidéo très intéressante qui montre d'ailleurs en l'air qu'est-ce qui se passe. Vous avez de très belles images de décollage et d'atterrissage où on voit les turbulences. Et on va parler aussi dans cette vidéo que je vous invite forcément à regarder sur YouTube. C'est une vidéo qui est produite par le Bureau des enquêtes pour les accidents aéronautiques, le BEA, et c'est une mise en garde sur les turbulences laissées par les voilures tournantes, c'est-à-dire les hélicoptères. Donc on peut s'apercevoir que ce genre de turbulence peut persister de nombreuses minutes dans l'air, dans l'atmosphère, en fonction des conditions. Ça peut durer jusqu'à un quart d'heure. Donc ce sont des turbulences qui peuvent être dangereuses, voire mortelles pour des petits aéronefs ou des voilures comme les paramoteurs ou les parapentes. Donc on fait référence à un accident malheureusement mortel. Et le phénomène a été étudié où tout le monde pensait être en sécurité suffisamment éloigné les uns des autres, sauf que la turbulence de sillage a été mortelle pour le parapente qui était à quelques centaines de mètres de l'hélicoptère et bien après son passage. Pour la petite anecdote, un ULM se retrouvait en difficulté, impossible à rattraper une vrille et à déclencher un parachute. Donc les deux se sont retrouvés sains et saufs, excepté on va dire l'appareil qui est tombé les roues dans la rivière, donc ça a un peu abîmé l'entoulage, mais même l'avion a été intégralement sauvé. Donc ça a coûté un petit peu d'entoilage à refaire sur le dessous de l'aéronef. Et ils se sont demandé mais qu'est-ce qui avait provoqué en fait cette mise en vrille qu'ils n'avaient pas contrôlée. Et bien en fait, ils sont passés plus d'un quart d'heure après le passage d'un aéronef lourd type Transal, donc du transport militaire, qui était passé au moins un quart d'heure, 20 minutes, et qui a laissé une lourde trace de sillage, sillage qui est d'autant plus lourd que l'aéronef est lourd ou chargé. Donc c'est quelque chose à prendre en compte au niveau du vol, donc de bien observer de très loin, de s'informer sur les passages d'aéronefs, particulièrement s'ils sont lourds, d'autant plus que si notre aéronef au bord duquel on se tient est plus petit. Maintenant nous allons aborder le centrage des aéronefs. Ça aussi c'est quelque chose d'important puisque ça va jouer sur l'équilibre que vous aurez en vol sur votre aéronef. Donc pour voir ce qui se passe au niveau du centrage, je vous invite à fréquenter le club des aigles comtois, donc qui vous expliqueront comment on fait un centrage. Donc là on centre la batterie par exemple, et on peut facilement
voir pardon, ce qui se passe au niveau de l'aéronef en vol, donc sans danger puisque c'est une maquette, mais de voir que centré trop avant ou trop arrière, votre avion se comporte différemment. Donc pour aborder le centrage, on va déjà parler des points de centrage, un peu de vocabulaire. Donc on va parler du premier point qui est le centre de gravité. Alors le centre de gravité, c'est un point particulier sur lequel on va placer notre vecteur poids, qui est égal à mg. Donc votre poids, il est appliqué ici, c'est donc le vecteur qui est en bleu, et on peut s'apercevoir que le poids, en fait, ce centre de gravité, il peut être déplacé. Effectivement, si vous êtes seulement 2 personnes sur l'avant de l'appareil, votre point d'application de ce vecteur ne sera pas le même que si vous êtes 4 personnes, ici, si vous emportez en plus des bagages qui sont placés sur l'arrière de votre aéronef. Donc tout ceci va avoir une influence sur le centre de gravité, ici, et donc l'application de ce point. Ça va affecter l'équilibre de votre aéronef. Le centre de gravité, on le calcule ici, donc ce qu'on appelle le datum, en pesant à chaque fois les roues, donc à l'avant et à l'arrière, et on va pouvoir déterminer où se trouve le centre de gravité en fonction de la charge. Et donc le datum, c'est par rapport à un point fixe, ici, on va mesurer le poids ici, une distance, le poids ici, une distance, et on va pouvoir déterminer, avec une formule mathématique, où se trouve le centre de gravité. Pour la petite info, nous avons un ex-prof à la retraite qui est pilote d'ULM sur l'aérodrome de Tees, et on a pu déterminer sur mon aéronef où se trouvait précisément le centre de gravité avec cette méthode. Donc c'est quelque chose d'intéressant à faire. On devait faire des tests cet hiver sur d'autres aéronefs, c'est dommage, ça s'est pas fait, mais ça aurait été une campagne intéressante pour étudier donc ce centre de gravité. Autre point particulier, le centre de poussée. Alors le centre de poussée, il n'est pas à confondre avec le centre de gravité, puisque c'est le point d'application de la résultante aérodynamique. Oui, le centre de poussée correspond donc au point d'application de la résultante aérodynamique, c'est-à-dire le point où s'applique la portance et la traînée. Donc quand on additionne ces deux vecteurs de force, on s'aperçoit que c'est le centre de poussée. Donc il se déplace au cours des phases de vol en fonction donc de la variation d'incidence de votre aile dans l'air, avec le déplacement d'air, et également les variations de la vitesse de votre aéronef. Donc c'est un point qui va se déplacer suivant si votre aéronef est en montée, en descente, etc. Donc c'est le point d'application de votre résultante aérodynamique. Alors un autre point particulier, c'est le foyer. C'est ce que vous voyez ici en vert. Et le foyer, donc c'est un point particulier, c'est un moment de tangage. Et on va voir une petite vidéo qui explique où se trouve ce foyer. Donc vous voyez qu'il y a un foyer F1 ici, qui est, on va dire, dépendant de la portance de votre aile, qui est un foyer qui va ce point-là va se déplacer en fonction de votre géométrie de votre aile, c'est-à-dire qu'il va se déplacer en fonction de votre volet, c'est-à-dire si vous mettez un cran de volet, deux crans de volet, ce foyer va se déplacer sur l'arrière. Et le point ici F02, donc qui est une déportance, donc qui va permettre d'équilibrer votre aéronef par rapport à ce point-là. Donc on va voir une petite vidéo qui explique tout ça. Hein. Ça fonctionne comme une balance en fait. Donc voilà, on a parlé du foyer. Donc c'est le point d'application des variations des portances. Donc une petite vidéo explicative, et je laisse notre ami vous expliquer à l'aide de schémas, et c'est très très bien expliqué, je crois que je ne peux pas expliquer mieux que lui. Donc on regarde une petite vidéo. Dans cette courte vidéo, nous allons présenter ce qu'est la stabilité en tangage pour un avion. Pour comprendre ce qu'est la stabilité en tangage d'un avion, on va placer sur cet avion les différentes forces qui agissent sur lui. En premier lieu, son poids, qui agit au niveau du centre de gravité. En deuxième lieu, nous trouvons
la force de portance qui va agir au niveau de centre aérodynamique sur l'aile vers le haut. Si nous nous contentions de ces deux forces agissant sur l'avion, eh bien, on peut comprendre facilement que l'avion se mettrait en rotation dans ce sens-là et prendrait une assiette à piquer. Pour contrer cet effet-là, nous avons placé sur un avion, sur la plupart des avions, un plan horizontal au niveau de l'empennage qui va exercer une force de déportance, donc dirigée vers le bas. En fait, un avion fonctionne quasiment exactement, d'un point de vue de la stabilité, comme une balance romaine, qui est suspendue ici par un point fixe, à laquelle, à l'avant, on met en place un objet qui est à peser, et puis à l'arrière se trouve une masse mobile que l'on vient déplacer jusqu'à obtenir un certain équilibre. Alors, ce que l'on peut dire encore d'un point de vue de cette stabilité, c'est que, en fait, ce qui va être important, c'est l'écart qu'il y a entre le poids et puis la portance, plus exactement entre le centre de gravité et puis le centre aérodynamique de l'avion. En effet, plus ces deux forces sont écartées l'une de l'autre, plus il va être difficile au niveau de l'empennage de mettre l'avion à piquer ou à cabrer, et on va dire à ce moment-là que l'avion a gagné en stabilité. A contrario, si ces deux forces se rapprochent davantage, il va être facile, avec une petite action au niveau de l'empennage à l'arrière, de mettre cet avion à cabrer ou à piquer, et donc on va dire que l'avion va gagner en maniabilité. Une autre conséquence importante, c'est le centrage de l'avion. En effet, un avion est prévu pour embarquer une certaine quantité de carburant, mais aussi des bagages. C'est-à-dire que quand on charge l'avion, quand on met du carburant, ou bien alors quand on met des bagages, par exemple ici à l'arrière de l'avion, eh bien, nous avons le centre de gravité qui va reculer. On dit que l'avion a un centrage arrière. Et comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, lorsque les centres de gravité et les centres aérodynamiques sont proches, l'avion gagne en maniabilité et perd en stabilité. Au contraire, si l'avion est peu chargé, et puis aussi lorsque pendant le vol, eh bien, il se vide de son carburant, alors l'écart entre le centre de gravité et le centre aérodynamique va être important, et on va dire que l'avion est centré avant. Alors il va perdre en maniabilité, mais il va gagner en stabilité. Alors, ces deux centrages, arrière et avant, possèdent une limite. Il y a une limite de centrage arrière. Si l'avion devient trop maniable, alors le pilote n'arrivera pas à le piloter, car une très petite action sur le manche, en avant et en arrière, va provoquer une variation d'incidence beaucoup trop importante. De la même manière, il existe une limite de centrage avant. En effet, si le pilote a un avion qui est centré trop avant, au-delà de la limite, alors, malgré les actions qu'il pourra faire sur le manche, l'avion ne va pas suffisamment varier en incidence, ne va pas suffisamment cabrer ou piquer, et alors le pilote aura du mal à le poser ou à le faire décoller. Voilà.
Donc, vous comprenez, donc il y a une incidence sur comment on va répartir les charges dans votre aéronef. Alors une partie, bien sûr, dépend de la conception de l'aéronef, hein, c'est-à-dire on va calculer le poids du moteur, on va calculer la dimension du fuselage, l'équipement qu'on va y mettre à l'intérieur, comment on va y placer les ailes. Par contre, il y a une part, du centrage qui est de notre dépendance. C'est-à-dire, si on va monter à 1, 2 personnes, combien de poids on va rajouter dans l'avion, hein, si c'est un enfant ou un adulte qui monte, eh bien ça va pas être le même poids, notamment la taille et la corpulence auront une importance, et si on emporte des bagages ou du carburant supplémentaire. Donc sur cette, image, donc on a ça c'est donné par votre constructeur, vous avez le centre de gravité et une marge qui est donnée entre ce point-là et l'arrière et l'avant de l'appareil, donc on a une dimension à respecter. Donc c'est ce qu'on appelle la plage de centrage. Si votre centre de gravité est dans les zones rouges à l'arrière ou à l'avant, on met en difficulté la maniabilité ou la stabilité de votre aéronef. Donc comme ça a été expliqué, trop en avant, votre avion va être plutôt stable, mais on va avoir beaucoup de mal à le manier, c'est-à-dire à effectuer des manœuvres de décollage, d'atterrissage, de virage également. Votre avion aura tendance à pas virer du tout, donc ce qui peut être très compliqué. Ou au contraire, s'il est trop centré à l'arrière, votre aéronef, quand on aura des actions sur les gouvernes, elles vont être extrêmement sensibles, particulièrement si c'est centré arrière sur la gouverne de profondeur, donc pour monter et descendre, et là on aura un problème de stabilité, même si votre avion est très maniable. Donc on a une plage de centrage qui est à respecter, et c'est toujours donné dans le manuel de l'utilisation de votre aéronef. Autre chose que nous allons aborder qui aurait pu faire partie des connaissances de l'aéronef, qu'on n'a pas vu, c'est ce qu'on appelle les compensateurs ou les trims. Alors les trims, ce sont des petits ailerons qui sont rajoutés aux commandes de vol principales. Donc là en bleu, vous les voyez sur la commande des ailerons, en vert sur la commande de la profondeur, de la direction, pardon, et en rouge donc sur la profondeur. À quoi servent les trims? Eh bien en fait, ça va servir à corriger des actions et à aider au pilotage. C'est-à-dire que si votre avion, vous sentez que vous êtes au neutre, vous faites un vol rectiligne, à plat, mais il a tendance à partir en roulis sur la gauche ou sur la droite, c'est-à-dire l'inclinaison se fait autour de l'axe de rotation. Vous aurez une action sur ce trim-là qui va permettre de corriger sans que vous ayez toujours à pousser le manche sur la droite ou sur la gauche. Donc vous allez avoir une petite manette qui va faire une correction en fonction du comportement de votre aéronef. De même, si votre aéronef a tendance à partir sur la droite ou sur la gauche, à cause du souffle de l'hélice ou alors à cause d'un vent ou etc., si vous voyez que vous avez toujours à corriger au palonnier, vous allez avoir une action à faire sur cette petite gouverne. Donc ça va permettre c'est comme si vous appuyez sur votre palonnier à gauche ou à droite en permanence, mais cela, vous allez conserver en fait cette correction avec une petite manette qui tourne dans votre aéronef. Donc ça peut être soit une petite manette qui ressemble à une commande de vitesse de vélo, soit une petite roue qu'on tourne plusieurs fois pour atteindre la correction désirée. Donc ça c'est pareil, c'est variable en fonction des aéronefs. De même pour la profondeur, vous avez un trim. Si vous sentez que votre avion il a tendance à cabrer ou à piquer, et que c'est pas naturel en fonction du comportement, eh bien vous allez avoir une action sur la profondeur, ici, qui va corriger automatiquement, vous allez trouver le bon réglage pour que votre avion vole à plat naturellement. Et là, votre avion, on va dire qu'il est bien trimé, qu'il est bien compensé. Donc on rappelle, trims, ce sont des compensateurs de comportement de votre aéronef. À quoi ressemblent les trims? Eh bien, vous les avez soit en fixe, ici, c'est-à-dire qu'on va retrouver une petite plaque, alors c'est souvent sur les ULM,
vous allez retrouver une petite plaque qui est soit soudée, soit rivetée sur votre gouverne, avec des petits trous juste sur le bord de fuite, et la plaque qui dépasse derrière ici sera tordue, donc inclinée, à droite ou à gauche. Donc ça, c'est une gouverne de direction d'un Jodel 119. Alors ça, c'est fixe, il ne faut pas y toucher, parce qu'une fois que c'est réglé, c'est réglé. Ça compense le petit défaut de l'appareil en vol, et si on touche ça, on va devoir refaire des réglages, mais ça, c'est vraiment un spécialiste qui va devoir le faire. Par contre, ici, vous voyez une petite plaquette qui est sur le bord de fuite de votre gouverne de profondeur. Et cette fois, celle-ci, vous allez avoir une action pendant le vol. C'est-à-dire que vous allez pouvoir compenser ici, pendant le vol, grâce à une commande ou un câble, et vous allez pouvoir corriger l'assiette, c'est-à-dire que si votre avion a tendance à piquer, vous allez trimer sur l'arrière pour le recabrer, ou s'il a une tendance à cabrer, vous allez le mettre en descente pour lui redonner un petit peu de piqué sans que vous ayez à avoir une action continuelle sur le manche. N'hésitez pas à consulter pour plus de détails et sur la mécanique de ce genre de commande le site L'Avionnaire. Alors je ne sais pas comment dire, mais c'est à la rubrique Cellule Commandment, donc ça c'est l'adresse complète. Je vous la mettrai dans le mail aussi pour que vous puissiez cliquer dessus et accéder directement à la page. Donc vous aurez tout le détail aussi mécanique du fonctionnement, les différentes rimes qui existent. Donc là j'en ai choisi 2 en photo pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc pour ceux qui participeront à la sortie donc de la semaine de la rentrée le mercredi, donc on aura une petite révision des commandes. Je vous montrerai plus en détail à quoi correspondent les trims et vous les verrez dans les cockpits à quoi ça ressemble. Donc là vous avez un empennage arrière d'un Cessna C172, donc c'est la gouverne de profondeur. Vous voyez ici la gouverne qui est, donc là c'est comme si on tirait le manche à l'arrière, donc vous avez une corne débordante pour compenser, pour aider à tirer le manche sur l'arrière, et le compensateur, ce qu'on appelle un compensateur ici de régime, va permettre de corriger cette inclinaison ou si il y a un petit défaut par rapport à l'appareil, et ça dépend aussi de comment on a chargé. Si votre appareil a tendance à piquer ou cabrer, on va agir sur cette gouverne ici. Autre commande que vous pouvez apercevoir sur un Diamond DA400, un empennage janté, donc en direction et profondeur. Donc on a une petite commande ici qui va, alors on ne la voit pas parce qu'elle est cachée, mais qui va agir sur la gouverne de profondeur. Et vous voyez cette petite plaque ici qui est fixe, qui est rivetée, qui est pré-réglée en fonction du comportement de l'appareil. Donc c'est réglé à chaque fois au sol, c'est étudié en vol, c'est corrigé. Et une fois que c'est réglé, on n'y touche plus, on évite de toucher cette partie de l'aéronef. Voilà, c'était la fin de la partie aérodynamique et mécanique du vol. Donc le prochain cours aura lieu donc le 2 mai à 18h15, donc normalement salle Labbé. J'espère qu'il n'y aura pas de changement. Et donc normalement nous aurons l'amphi pour nous. Et donc nous allons attaquer un nouveau chapitre qui est la réglementation. Et aussi on va étudier ce qui se passe sur un aérodrome, aéroport. Et on va voir aussi les facteurs humains, c'est-à-dire les influences du manque d'oxygène, de l'alcool, de l'alimentation, etc. sur le comportement du pilote en vol. Donc n'hésitez pas à venir donc sur le cours, sur la petite séance que je ferai cette semaine. Je vous proposerai ça donc dans le mail. Donc ce sera sur Zoom. Vous aurez donc un lien à cliquer dessus. Vous n'aurez normalement rien à installer avec un navigateur Firefox ou Chrome. Si vous avez une webcam ou ne serait-ce qu'un micro, vous n'êtes pas obligé de passer sur la webcam. On pourra faire un petit échange interactif. Donc je vous redonnerai donc par mail l'heure et l'horaire sur cette petite séance Zoom pour faire la mise au point sur la partie aérodynamique et mécanique du vol. Bonne soirée et à bientôt.